section de Saint-Pierre du Parti communiste a obtenu le label du 80 ans, du 80e anniversaire. Il y a un collectif qui s'est constitué, et donc c'est Christian Faucompré qui en est le coordinateur. Donc je vais passer d'abord la parole à Dany Bourry, qui a écrit ce bouquin, qui présente ouvrier historien. Je pense que c'est une bonne définition, qui va nous parler du contexte historique de cette entreprise. Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, ouvrier historien, et j'en suis fier. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet de la résistance dans ces ateliers, je pense qu'il est aussi utile de faire un petit tour d'histoire de ces ateliers en général, enfin, de tout ce qui entoure ces ateliers. Et je vais commencer par mon expérience personnelle, enfin mon expérience. Quand je suis arrivé en avril 1990, dans ces ateliers, j'ai été impressionné par ces cérémonies du 8 mai. Il y avait toujours beaucoup de monde, beaucoup de cheminots. Un camarade de la CGT prenait la parole avant le directeur, et le directeur prenait la parole ensuite, dans le micro et la sono de la CGT. C'est important. Et après, il y avait toujours la dépose de 3 gerbes. La première était déposée par un camarade de la CGT. La deuxième gerbe, c'était le directeur. Et une troisième gerbe qui était déposée par un membre de la cellule du Parti communiste de ces ateliers. Généralement, c'était notre camarade défunt, Gérard Anguille, qui était le neveu d'un des fusillés de ces ateliers. J'ai aussi été marqué par l'organisation de ce syndicat CGT de ces ateliers. Une véritable structure d'émancipation du salarié avec 4 maîtres mots: organisation, rigueur, solidarité, sens tactique. Organisation dans les rendez-vous avec l'entreprise, rigueur dans la tenue des réunions, solidarité entre camarades et sens tactique dans l'action. Je dirais que quand j'ai commencé un petit peu à étudier pour écrire ce livre, les choses, je suis parti de ces noms sur les monuments aux morts. Mes recherches pour écrire ce livre m'ont permis de comprendre comment s'est bâtie cette façon de réfléchir. C'est pas dû au hasard. Et ce livre, j'aurais pu effectivement aussi l'appeler des ateliers de résistance. Cette résistance, elle vient de loin. Elle n'a pas commencé en 1939 ou en 1940. Lors de la création de ces ateliers par la compagnie Paris-Orléans, dit le PO, intervient déjà un premier grand mouvement social des cheminots, qui se termine par des milliers de révocations. Alors à l'époque, c'était des compagnies privées, la SNCF n'existait pas. Si au début de la Première Guerre mondiale, l'Union sacrée semble faire l'unanimité, en 1918, bien avant le 11 novembre, ces ateliers connaîtront plusieurs actions de grève, pour des meilleurs salaires, pour des meilleures conditions de travail, etc. Puis vient 1920, avec un grand mouvement de grève chez les cheminots, qui se terminera encore une nouvelle fois par des milliers de révocations. Particularité de nos ateliers, le PO, la compagnie privée, ferme les portes de ces ateliers, il licencie tout le monde, enfin révoque tout le monde. La Compagnie Générale de Construction, d'Entretien du Matériel de Chemin de Fer, la CGCEM, avec à sa tête un colonel, qui doit dire des choses à certains de Saint-Pierre-des-Corps, le colonel Rimaillot, reprend la concession pour une période de 15 ans. En fin de compte, cette société, la CGCEM, créée en 1919, est une filiale des compagnies ferroviaires privées qui sert de pompe à finances. Vous allez voir, les capitalistes, ils ne se trompent pas et ils n'ont pas changé depuis. En fin de compte, l'astuce consistait à ce que la CGCEM, qui travaillait pour les compagnies privées ferroviaires, qui était une de leurs filiales, surfacturait ces prestations. Vous allez me dire, mais pourquoi ils faisaient ça? C'est parce que c'était pour accentuer le déficit des compagnies privées ferroviaires, parce que ces compagnies savaient très bien que l'État renflouait les déficits. Donc, ils accentuaient ce déficit par des filiales qui surfacturaient. Je peux vous dire, j'ai un exemple, enfin, dans le bouquin, je crois que j'en parle,
jusqu'à une réparation de locomotive 7 fois plus chère que la normale. Mais voilà, l'État continuait à payer. L'échec de la grève de 1920 laisse des traces profondes dans l'esprit des ouvriers de ces ateliers. En 1924, si ces ateliers, je crois de mémoire, et je crois qu'il y avait à peu près 2000 salariés, si ces ateliers voient la première cellule communiste d'entreprise en Touraine, ils ne sont que 12 membres, et qu'au début de leur histoire. Côté syndicat, seule la CGTU essaie de se faire entendre, mais avec un nombre de syndiqués ne dépassant pas la vingtaine, dû à la rancœur des scissions syndicales et aussi de l'échec de la grève de 1920 qui avait laissé de très lourdes traces. C'est donc autour de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, qui elle a un nombre important d'adhérents et plus difficilement attaquable pour la direction, que va se structurer les mobilisations. Face à des conditions de travail déplorables, avec des journées de travail qui passent de 8h à 9h pour le même salaire, l'instauration à partir du 1er janvier 1923 du travail le dimanche, l'absence de douche, etc. Mais la répression patronale continue quand même de s'abattre, même si c'est l'ARAC, sur les leaders, comme en 1925, où Jacques Guerrier, qui était, on va dire, le leader de l'ARAC et en même temps de la CGTU, parce que bon, vous avez compris, la CGTU, comme ils avaient du mal à... Ils sont passés par l'ARAC, hein, c'était une astuce. Et aussi, beaucoup de salariés qui étaient soupçonnés d'être communistes ont été licenciés, comme il y avait Louis Bierret. Louis Bierret qui a été licencié et qui aura, je dirais, qu'on continuera de connaître dans les années qui suivent dans les mouvements sociaux. À la fin de la concession des 15 ans des ateliers de la CGCEM en 1935, c'est la CIMT, Compagnie industrielle du matériel de transport, qui emporte l'adjudication des ateliers de Saint-Pierre-des-Corps, avec l'engagement qu'aucun salarié ne soit renvoyé avant la fin de 1938. Parce que c'était un combat, hein. Ils ne savaient pas trop où ils allaient, ils se sont dit, oh là, ça va élaguer. Ils avaient obtenu au moins ce qu'il n'y ait aucun licenciement jusqu'à fin 1938. L'arrivée du Front populaire permet d'importantes avancées sociales avec une augmentation des salaires, la reconnaissance des libertés syndicales, la création des délégués d'entreprise, 2 semaines de congés payés, la semaine de 40 heures au lieu de 48, l'apparition des conventions collectives, et etc. J'en oublie. Mais la direction de la CMT, comme d'autres entreprises, rechigne à l'application de cet accord. Et il faut toute l'opiniâtreté des ouvriers, notamment de la CMT, avec leurs syndicats, en passant par la grève, pour que ces avancées soient réelles sur le terrain et dans les fiches de paye. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nationalisation des chemins de fer n'était pas dans le programme du Front populaire. Mais la gabegie financière catastrophique des compagnies privées ferroviaires est telle qu'au mois d'août 1937, le gouvernement a entériné la création de ce qui va devenir la SNCF, dont le capital sera détenu à 51% par l'État et 49% par les anciennes compagnies pendant 45 ans pour couvrir l'indemnité d'éviction. Cette nouvelle situation s'applique bien sûr aux ateliers de Saint-Pierre-des-Corps, mais avec une restriction. C'est-à-dire qu'elle s'applique simplement juste pour les infrastructures et les machines. Par contre, le personnel reste attaché à la société privée CIMT et se voit rejeter le nouveau statut de cheminot lié à la SNCF. Les salariés de ces ateliers ne sont pas reconnus comme cheminots à part entière, comme en 1920 avec les CGCEM. Ce que j'ai peut-être oublié tout à l'heure de préciser avec les CGCEM, c'est que les salariés de la CGCEM n'avaient pas non plus les mêmes avantages, entre guillemets, que les cheminots des compagnies privées. Parce qu'en 1920, c'était, je dirais, l'ébauche déjà du premier statut pour les cheminots. Donc, le gouvernement Blum tombe, et aussitôt, c'est la remise en cause des acquis sociaux. En décembre 1938, la direction de la CIMT des ateliers de Saint-Pierre-des-Corps annonce qu'elle va procéder au licenciement de 300 ouvriers au minimum et réduire le temps de travail. La lutte s'engage et en janvier 1939, les ouvriers de la CIMT ne font plus que 36 heures de travail hebdomadaire réparties sur 5 jours. Et les licenciements tombent à 110 au lieu de 300. La CIMT demande à la plupart des salariés qui ont leur habitation, qui appartiennent à l'entreprise, d'évacuer leur habitation. Ça veut dire qu'il y a des salariés qui non seulement perdent leur emploi, mais perdent aussi leur toit, leur habitation. Donc,
C'est un éternel combat entre les forces patronales et les salariés à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, et je dirais que ça continue. Donc, je laisse la parole à mon camarade ouvrier historien, Dominique Mogard. Donc, les acquis de la classe ouvrière sont supprimés. Les syndicats dissous, mais les communistes ne baissent pas les bras. Le Parti communiste est interdit le 26 septembre 1939. Le décret Sérol, assimilant la propagande communiste à un acte de trahison passible de la peine de mort, le 9 avril 1940. Dès novembre 1940, le préfet Chaillot, d'Indre-et-Loire, fait suivre toutes les activités communistes, inscription, distribution de tracts, collage de papillons, etc. Il fait procéder à l'internement de 5 militants communistes au camp de la Haute-Barde à Beaumont-la-Ronce, en janvier 1941, dont 3 militants de la CIMT. Robert Goyou, Gaston Desvergnes et Raymond Jeannot. Ils sont transférés ensuite au camp de la Morellerie à Avrier-les-Ponceaux du 1er juillet au 17 novembre 1941. Il y a aussi Robespierre-Hénaud, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, qui a été destitué, qui est dans ces camps. Le 19 juin 1940, les Allemands sont au nord de Tours et le 25 juin, c'est la signature d'un armistice. L'armée allemande s'installe en Touraine. René Melin de la CIMT participe en septembre 1940 au 44 rue des Bastes à Saint-Pierre-des-Corps à une des premières réunions clandestines. René Melin de la CIMT, donc une autre réunion a lieu le 23 juin 1941 où participe aussi René Melin. Il est décidé des inscriptions sur les routes. Le Guélec, René Melin et Maxime Despouille ont quasiment terminé lorsqu'ils sont aperçus par une femme qui les reconnaît et les dénonce. René Melin et ses camarades sont arrêtés et sévèrement passés à tabac. René Melin est condamné à 12 mois de réclusion. Que pense la population en général à cette époque? Je cite Albert Ouzoulias, des bataillons de la jeunesse, qui était venu aussi en Touraine pour former les premiers groupes FTP avec Paul Desormeaux. Et beaucoup ont accueilli l'armistice avec soulagement. Et à leurs yeux, Pétain apparaît comme un sauveur. Les communistes, pour beaucoup, sont des gêneurs qui risquent de nous faire avoir des histoires avec l'occupant. C'est donc dans ces conditions que les militants communistes, pourchassés, traqués, emprisonnés, mènent le combat. L'organisation communiste est forte dans cette entreprise. La résistance s'organise. Voilà quelques témoignages. Gaston Desvergnes qui témoigne. Le matériel, tract, circulait dans l'usine. On va voir quelques exemples. Distribution, collage dans les cabinets, comme ils mettent dans les archives départementales. Donc ça circulait. André Voisin, qui adhère au PCF en 1941, distribue. Il participe à la création du Front National à Tours. Alors c'est le Front National de Libération, c'est pas celui qu'on a aujourd'hui, même si c'est apolliné. Donc il est arrêté le 4 août 1942 et déporté à Oranienbourg-Sachsenhausen. Puis à Dachau, il est libéré vers le 25 avril 1945. Robert Gougnou, il dit, dès septembre 1940, on s'attaqua à la réorganisation des cellules de la CIMT, parce que tout était remis en cause. Raoul Albucher précise l'organisation de la résistance armée au sein des ateliers dès le début de l'année 1941. Elle est répartie par groupe de 3 personnes. Il est arrêté le 14 juillet 1942, déporté le 23 janvier 1943 et rapatrié le 22 juin 1945. Paul Desormeaux coordonne l'ensemble de l'activité armée des groupes. Le 21 décembre 1941, un officier allemand est abattu rue Roger Salingro. Paul Desormeaux y participe avec Arnoux, Gougnou et André. Rien n'est simple. Comprenez, c'est-à-dire que l'organisation se fait par groupe de 3, mais tout
tout le monde se connaissait dans l'entreprise, dans les ateliers. Je cite par exemple le témoignage de la fille de Paul Desormeaux, Christiane, lorsqu'elle parle de René Le Pape. J'ai un souvenir vivant de lui. Il avait une fille de mon âge qu'il avait laissée à Paris avec sa maman. Il a logé chez nous. Avec lui, j'ai fait des progrès énormes en classe, surtout en géographie et en calcul. Nous donnions notre chambre avec ma petite sœur pour que les camarades de notre père puissent se reposer un peu. Il dormait parfois à 3 ou 4 en travers du lit. Fin de citation. Donc être clandestin, ce n'était pas toujours facile. Aujourd'hui, certains qui n'étaient pas dans la résistance en 40, ou d'autres qui n'y sont jamais entrés, accusent les communistes de n'y être entrés qu'après l'attaque d'Hitler contre l'URSS le 22 juin 1941. Je viens de donner quelques exemples qui démontrent que cette propagande n'est pas... C'est vraiment de la propagande, mais ce n'est pas la réalité. Il est à noter aussi que l'organisation de la résistance de la CIMT va au-delà des murs de ces ateliers. Ce n'est probablement pas par hasard si André Anguille, communiste de la CIMT, qui est sur le monument aux morts de la CIMT, se fait embaucher en septembre 1941 chez Lyotard, qui réparait à l'époque des moteurs d'avion allemands. Même chose pour Maxime Bourdon, apprenti de la CIMT, qui pendant l'occupation se retrouve chez Rocher-Roi, fournisseur de l'armée allemande en matériel. À l'époque, les moyens mis pour combattre les communistes sont énormes. Lorsqu'il a fallu combattre les Allemands, il y avait moins d'enthousiasme. Avec Dany, on a compté plus de 60 salariés de la CIMT qui ont été arrêtés, dont une bonne partie ont été déportés et 10 fusillés. Par exemple, Pierrette Beauclan, fille de Pierre Souchu, raconte: le matin du 14 juillet 1942, ça a frappé très fort à la porte. Ce jour-là, j'avais un cousin qui devait aller à la pêche avec mon père et qui crie: Guy, attends-moi, je mets mon bleu et j'arrive. Quand il a ouvert la porte, un Allemand et un policier français en civil l'attendaient. Il est parti en nous disant: à ce soir. En fait, on l'a revu plus de 3 ans après. Son père collait des papillons. Donc pour elle, enfant, des papillons, ce sont des petites bêtes qui ne sont pas méchantes. C'est beaucoup plus tard qu'elle a compris ce que c'était. Le petit papillon, on les voit, c'était fait à la main, collé sur les poteaux. Bien sûr, lors de tortures, tout à l'heure je parlais qu'il y en avait qui étaient sévèrement battus, les tortures c'était encore autre chose, c'était plus que sévèrement battus. Donc certains ont pu parler, mais qui peut juger aujourd'hui ce qui se ferait sous ces tortures. Il y a quelques portraits d'ouvriers de la CIMT qui mènent leur travail clandestin dans l'usine, mais aussi sur le plan régional et national. Ils ont leur activité légale et leur travail clandestin. Ils ne vivent pas tous dans la clandestinité. Paul Desormeaux. Il organise les premiers groupes des francs-tireurs et partisans français, FTPF, en Indre-et-Loire. Il est adhérent du Parti communiste depuis 1931. Il organise et participe aux attentats, notamment le 1er mai 1942, pour faire sauter un pylône à la sous-station des Épines-Fortes à Saint-Pierre-des-Corps. Il est arrêté le 17 juin 1942. Affreusement torturé, il ne parlera pas. Il est fusillé le 27 octobre 1942, avec 6 autres résistants, dont Gaston Bierret et Louis Girod. Sa femme Madeleine est aussi une résistante qui sera aussi arrêtée et torturée. René Le Pape. Avec Dany, nous avons découvert son rôle. Il est né le 13 mars 1901 à La Courneuve et fusillé comme otage le 21 septembre 1942 au Mont-Valérien. Il adhère au Parti communiste en 1935 et il intègre la rédaction de l'Humanité en 1936. Il est mobilisé en 1939. Le gouvernement français quitte Paris pour se replier en Touraine. En sa qualité d'électricien, il est envoyé à Montbazon, où l'état-major de la marine s'est installé, au château d'Artigny. Après sa démobilisation, il décide de rester en Touraine et se fait embaucher à la CIMT. Il est le collaborateur direct de René Frossard,
qui, avec Jean Guillon et André Chartier, forme le triangle de direction au niveau d'Indre-et-Loire. Le 18 février 1942, il est arrêté à son domicile, au 76 rue Bernard Palissy à Tours. C'est le 15 février 1942, lors d'une vaste opération de la police française, que plusieurs dirigeants clandestins du Parti communiste sont arrêtés. Dans les documents saisis, les enquêteurs parviennent à identifier plusieurs contacts, dont ceux de la CIMT. Charles Lachivert, René Lepape, André Canté. Son nom apparaît sur la plaque commémorative au Panthéon. On le voit là sur la photo. Et sa tombe est au cimetière du Père-Lachaise. André Chartier. Il est né le 9 mai 1908 à Tours, fusillé le 8 octobre 1943 à Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le Loiret. Ouvrier ébéniste à la CIMT, il organise avec Paul Desormeaux les actions de résistance à la CIMT, consigne de travail au ralenti, sabotage des wagons, distribution et collage dans l'entreprise. En juin 1942, il échappe de peu à l'arrestation et devient clandestin, complètement clandestin. Il n'a plus d'activité professionnelle. La police note que son dernier domicile connu est au 24 rue Élise Dreux à Tours et le considère comme le chef de l'organisation terroriste de l'Indre-et-Loire, individu très dangereux en relation directe avec l'organisation centrale à Paris. Il est envoyé par ses camarades dans la Nièvre et ensuite dans le Loiret. C'est le groupe FTPF de Chanzy. Domicilié à Orléans, il est arrêté par la police française le 24 juin 1943 suite à une dénonciation. Il est remis aux autorités allemandes, jugé le 30 septembre et 1er octobre 1943. Il est fusillé le 8 octobre 1943 au stand de tir des groupes. Son nom est sur le monument aux fusillés de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Je vais citer aussi Méchain Paul. Il n'était pas FTP. Il a rejoint le réseau Buckmaster, résistance sacristain, avec son père cheminot. Il est arrêté le 24 décembre 1943, déporté à Buchenwald, exécuté à Dora le 13 avril 1945, quand le camp a été évacué devant l'avancée de l'armée rouge. Toutes ces actions de ces résistants ont permis des ripostes de masse des ouvriers de la CIMT. En 1942, c'est la mise en place de la relève qui prévoit que 3 ouvriers partent pour un prisonnier de l'armée française qui rentre. Mais la proposition entraîne peu de volontaires. Le préfet vient lui-même dans les ateliers peinture de la CIMT pour vendre la proposition. Les salariés refusent. Alors le préfet désigne des volontaires qui sont emmenés à la préfecture. Devant leur rejet de signer à nouveau leur volontariat, ils sont ramenés à l'usine. Le volontariat étant inefficace, il va faire place à la réquisition. Des listes de travailleurs sont établies entre la direction et l'inspecteur du travail. 120 ouvriers sont requis. Le chef d'atelier Louis Pro sera condamné après à la libération, est choisi par le directeur M. Varaille pour accompagner le groupe à Cologne. Le 11 novembre 1943, à l'appel de la CGT clandestine, les ouvriers cessent le travail à 11h pendant 1 heure. Après l'année terrible de 1942, cette action démontre que la résistance est toujours présente et forte dans les ateliers. La victoire de l'armée rouge le 2 février 1943 à Stalingrad est un tournant dans la guerre. Le 1er mai 1944, à l'appel de la CGT clandestine, 1 heure de grève de 11h à midi est observée par tous les ouvriers malgré la répression. J'ai voulu montrer tout ce travail clandestin, d'abord des militants qui ont permis ces succès de masse à des moments décisifs pour aboutir à la libération. Je vais passer la parole à Jean Maurice, qui va parler du comité de la Stèle. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, en tant que secrétaire et non président, comme a été indiqué par erreur dans la Nouvelle République, je ne revendique sans doute pas la place de président. Je salue ma présidente qui est ici, André de Roche, qui est fille d'André Anguille, fusillé au camp de Richard.
En tant que secrétaire donc, du comité de la stèle du camp du Richard, mémoire des fusillés et massacrés de Touraine, je vais vous présenter la reproduction des deux faces d'un panneau mémoire qui est implanté sur le site de la stèle, au bord de la RD 132 qui relie Azerido à Avant-les-Roches et qui a été implanté pour le 80e anniversaire le 1er octobre 2022. Remontons aux origines de ce travail de mémoire, commencé dès après la guerre par des Tourangeaux, pour la plupart disparus. Préalablement, il est utile de rappeler que la résistance à l'occupant s'organise peu à peu autour de deux principaux mouvements, la résistance gaulliste et la résistance communiste. La résistance gaulliste se compose de l'armée secrète, l'AS, l'organisation de la résistance de l'armée, l'ORA, vous avez entendu parler des maquis de l'ORA dans le Lochois, et des différents services de renseignement liés à De Gaulle ou aux services britanniques ou américains, les réseaux. Les différents mouvements apparus en Touraine en 1944, maquis d'Épernon, maquis Césario, maquis Conti-Frémont, dépendaient de l'ORA, cela pour le sud du département. La résistance gaulliste prônait plutôt l'attentisme, préférait constituer de gros maquis et stocker des armes en vue du jour J. C'est toute la différence avec les communistes qui étaient pour l'action directe et qui, s'appuyant sur les revendications pour de meilleures conditions de vie, préparaient l'action de masse et de la lutte armée. Et je peux témoigner, moi qui suis corrézien et implanté en Touraine depuis fort longtemps, que j'ai connu dans la vallée du Cher des camarades aujourd'hui disparus qui étaient d'anciens maquisards et qui m'ont témoigné que c'était bien le comte de Beaumont qui ravitaillait en armes et en munitions les maquis qui étaient commandés par le lieutenant-colonel André Delaunay. Donc, cette explication étant faite, passons à la lutte communiste. Le Parti communiste de la clandestinité depuis son interdiction le 26 septembre 1939 met sur pied dès l'été 1940 un organisme destiné à protéger ses militants, l'organisation spéciale, OS. Mais en raison de l'évolution de la situation, en février 1942, il fonde les Francs-Tireurs et Partisans Français, FTPF, branche armée du Front National qui a été créé quelques mois auparavant. Le Front National, dont a parlé tout à l'heure notre camarade Dominique Bogart, qui était bien le Front National de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, et non le Front National, le fameux FN, parti politique français d'extrême droite, qui a été fondé et dirigé par Le Pen en 1972, et qui est devenu Rassemblement National, RN, depuis 2018. Fermons la parenthèse. À ce Front National créé par les communistes, cette organisation intégrait des personnalités non communistes comme Georges Bidault, du journal Combat, Jacques Debues-Bridel, journaliste, écrivain, résistant gaulliste, le professeur Robert Debré, etc. Ce qui montre déjà l'éclectisme de la résistance. Les communistes de l'action de 1941 sont naturellement les plus frappés par la répression, comme vient d'illustrer Dominique, à partir de l'activité résistante des militants de la CIMT. Les premières exécutions extérieures au département d'Indre-et-Loire, en répression aux représailles, aux attentats et actes de résistance qui étaient perpétrés à l'encontre de l'occupant nazi, étaient relayés par la presse, bien entendu, et connus des Tourangeaux et des Tourangeaux. Mais c'était à l'extérieur, c'était dans d'autres départements, ça n'avait pas le même impact. Par contre, au printemps 1942, la mort de jeunes patriotes vivants, étudiants ou travaillant à Tours et Saint-Pierre-des-Corps, connus et estimés, provoque un sursaut d'indignation parmi la population tourangelle, dont la grande majorité semblait se résigner à la pression du joug nazi et à la politique de collaboration du régime de Vichy. Si les 8 résistants fusillés le 16 mai 1942 sont tous communistes, seuls 5 d'entre eux sont des enfants du pays. Les 3 autres victimes exécutées au camp du Ruchard en tant qu'otages en même temps qu'eux viennent de la Mayenne, de la Vendée et de l'Orne, et sont inconnus en Touraine. Ce qui explique l'expression « les 5 premiers fusillés de Touraine »,
que l'on retrouve bien là-haut, dont les 5 premiers fusillés de Touraine, entre guillemets. Vous allez voir que cette expression est importante en Touraine. Elle a été donnée spontanément par les amis et camarades résistants communistes et reprise par la population. Et je vais vous faire part d'une découverte très récente par Dominique Maugard, qui a retrouvé un tract du Parti communiste de l'époque dans les archives. Et ce tract prouve que les noms des 3 fusillés hors département n'ont pas été donnés à la presse, n'ont pas été cités, et donc les gens n'ont su le nom de ces victimes que longtemps après ils aient été exécutés. Alors cette fameuse expression les 5 premiers fusillés de Touraine, je vais faire une autre parenthèse, c'est que elle a été reprise en 1975 par le maire d'Amboise, M. Michel Debré, qui était à l'époque ministre de la Défense nationale de 69 à 73, sous la déclinaison Stade des 5 Tourangeaux, qu'il a souhaité donner au stade d'athlétisme de la cité scolaire de sa ville en mémoire des résistants martyrs. Et vous pouvez aujourd'hui, à Amboise, voir à l'entrée du nouveau stade un panneau mémoire, à la mémoire de ces gens, de ses camarades. Alors, revenons-en donc au travail de mémoire qui a été fait à l'époque par les compagnons de résistance qui, dès le 16 mai 1946, se rendront tous les ans sur les tombes des martyrs dans les différents cimetières où leurs amis ont été inhumés. Alors évidemment, je m'appuie là-dessus sur les archives de Jean-Claude Guillon. Je n'étais moi-même pas en Touraine à l'époque, hein, et étant né en 1947, ça aurait été difficile de pouvoir témoigner aujourd'hui. Grâce à une souscription publique dont ils sont à l'initiative, ils inaugurent au camp du Ruchard le 10 octobre 1982, à l'occasion du 40e anniversaire du sacrifice des résistants, l'érection d'une stèle à la mémoire des patriotes résistants morts pour la France fusillés au camp du Ruchard sous l'occupation nazie. Le 16 mai 1992, alors j'aurais dû préciser avant que dès le 15 mai 1976, ils vont créer l'amicale des anciens résistants compagnons des 5 premiers fusillés de Touraine. Au départ, leur déplacement dans les cimetières, c'était des copains qui venaient saluer la mémoire de leurs amis exécutés. Et puis, ils ont senti la nécessité de créer cette amicale pour pouvoir augmenter le travail de mémoire, pour avoir plus de poids, et ensuite de faire installer cette stèle au camp du Ruchard. Le 16 mai 1992, ils remplacent cette stèle en pierre dure, qui a été réimplantée depuis au cimetière de Saint-Pierre-des-Corps, par un marbre, et ils font poser avec le soutien et l'accord de l'armée un panneau mémoire au pied de la butte où ont eu lieu les exécutions. Sur ce panneau, on peut lire « En ce lieu sous l'occupation nazie, les résistants patriotes ont été fusillés, souvenez-vous ». Je précise que ce lieu appartenant au camp du Ruchard, il n'est pas accessible au kidam qui va se promener dans le secteur, hein, c'est pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a des remontées d'obus qui peuvent exploser effectivement. Il y a déjà eu des problèmes sur les camps militaires, donc c'est formellement interdit d'accès. Les familles y vont en petits groupes le jour de la cérémonie, en amont de la cérémonie du Ruchard, c'est-à-dire de chaque premier samedi d'octobre. Je continue sur le travail de ses camarades. Le 9 décembre 1992, ils déposent les statuts du comité d'érection de la stèle du camp du Ruchard, officialisant ainsi leur travail de mémoire. Peut-être que dans les discussions tout à l'heure, on pourra citer le nom de quelques-uns de ces gens qui sont encore bien connus de Saint-Pierre-des-Corps, même s'ils sont décédés. Laissons là l'historique des origines de l'association, revenons-en au drame du 16 mai 1942, en rappelant qui étaient les 5 premiers fusillés de Touraine. Anguille André, ouvrier à la CIMT, 22 ans, domicilié à Saint-Pierre-des-Corps, arrêté pour collage d'affiches, appelle à la population française à changer l'ennemi. Le papa donc de notre présidente dont j'ai parlé tout à l'heure, André de Roche. Bourdon Maxime, ajusteur travaillant et résident à Tours, 25 ans, arrêté pour distribution de tracts et propagande communiste. Ancien apprenti de la CNT, il travaillait aux usines Rocher-Roy, rue des Landes à Tours. Comme l'a dit tout à l'heure Dominique,
l'une des 2 usines de fabrication de machines à écrire de marque française qui produisait des lance-grenades pour l'armée française pendant la drôle de guerre. Et je salue son neveu Christian Bourdon, qui est membre du comité d'administration de la Stèle et qui est parmi nous. Couillot Robert, ajusteur outilleur à la CIMT de Saint-Pierre-des-Corps, 27 ans, résident à Tours, arrêté pour distribution de tracts clandestins, appelant la manifestation du 1er mai. Foussier André, étudiant en pharmacie, 23 ans, domicilié à Tours, animateur du journal clandestin La Lanterne, journal du Front National des Intellectuels, arrêté vraisemblablement en participant activement à l'organisation de la manifestation du 1er mai 1942 devant la commandanture de Tours. Guilbault Robert, peintre décorateur, 22 ans, résident à Tours, arrêté pour distribution de tracts et propagande communiste. Je vous laisse le soin de découvrir les biographies des autres fusillés du camp du Ruchard, non sans préciser que le 27 octobre 1942, parmi les victimes de la barbarie nazie, Gaston Biret, Paul Desormeaux, Louis Girotte étaient tous les 3 employés de la CIMT. Il en va de même pour André Canté, Charles Larchivert et René Le Pape, parmi les fusillés du 21 septembre 1942 au Mont-Valérien. Vous trouverez également sur la reproduction de copies de quelques documents d'époque une évocation du drame vécu par la famille Foussier. Je soulignerai à propos de Gaston Biret, fusillé au camp du Ruchard le 27 octobre 1942, que son frère, Georges Biret, avait subi le même sort au Mont-Valérien le 21 septembre 1942. Et j'ai une pensée toute particulière pour la fille aînée de ce dernier, Hélène Biret, trésorière adjointe du comité de la Stèle, ancienne présidente de l'association des familles de fusillés et massacrés de Touraine, victimes du nazisme, organisme récemment dissous en raison de la raréfaction des membres adhérents. Hélène n'est pas là ce soir pour raison de santé et c'est quand même une gamine de 91 ans. Je préciserai également que Maurice Beaufils, fusillé au camp du Ruchard le 27 octobre 1942, et sa veuve Antoinette Robert, résistante, étaient les parents de Michel Beaufils, ami et adhérent du comité de la Stèle, trésorier de l'ANAC et qui est présent ce soir parmi nous. Revenons-en pour conclure au travail de mémoire. Afin d'entretenir au mieux le souvenir de ces résistants morts pour la France, le 11 avril 2007, un nouvel élan a été donné en remplaçant le comité d'érection de la Stèle du camp du Ruchard par le comité actuel, qui est devenu, en décembre 2019, association d'intérêt général à caractère culturel et but non lucratif. Notre action est soutenue fidèlement par les élus de la commune d'Avant-les-Roches et l'environnement du site parfaitement entretenu par les militaires qui veillent au bon fonctionnement du camp du Ruchard. Pour conclure, je vous invite à découvrir ce lieu de mémoire en permanence ouvert au public. N'hésitez pas également à participer au moins une fois à la cérémonie commémorative. Choisissez de préférence une belle journée d'octobre. Par expérience, la pluie est particulièrement désagréable dans ce paysage de Landes fortement vanté. Les porte-drapeaux qui en ont fait quelquefois l'expérience ne me contrediront pas. Je vous remercie de votre attention et cède la parole à Dany pour conclure. Oui. Je dirais, l'histoire de ces ateliers a été parcourue de multiples combats. Je vais prendre 2 exemples, mais j'aurais pu en prendre 3, 4, 5, enfin bon, on aurait pu y passer des heures. Ainsi, lors de la guerre d'Algérie, les syndicats de la CIMT appellent à la grève de harcèlement, comme cela se fait dans d'autres usines en France. Le travailleur perd le moins possible, mais fait perdre le plus possible au patron. Une moitié de l'usine est en grève un jour, l'autre moitié le lendemain, ensuite une équipe, puis une autre. Le 25 octobre 1957 est un point fort avec un appel à une journée d'action de la CGT et de la CFTC, qui conduit à une grève très suivie à la CIMT. Les ouvriers de la CIMT rassemblés obligent la direction à recevoir les délégués. S'ensuit une bousculade, en présence sûrement pas fortuite d'un huissier. Il n'était pas là par hasard. Et la bousculade, elle n'a pas été là par hasard non plus. Le samedi 9 novembre, le couperet tombe. 3 délégués CGT et 5 ouvriers les plus combatifs sont sanctionnés. Et ils n'ont pas choisi au hasard. Ces personnes,
c'était, je dirais, ceux qui dirigeaient le syndicat CGT et les cellules du Parti communiste au sein des ateliers. Ça veut dire que la direction de la CGT et du Parti communiste, de ces ateliers, était décapitée. Il faudra attendre 1968 pour que la CGT redevienne majoritaire. Un autre combat, qui aura été l'une des plus belles victoires sociales de la Touraine, l'intégration de ces salariés au sein de la SNCF le 1er janvier 1983. Plus de 6 années de lutte, ponctuées de grève, parce qu'ils n'ont pas fait 6 années de grève, d'actions coup de poing, d'interpellations d'élus, de ministres, une organisation, une rigueur, une solidarité, un sens tactique acquis à travers son histoire ont permis à ces salariés de gagner. Mes recherches m'ont permis d'écrire ce livre, mais elles m'ont aussi éclairé sur beaucoup de sujets, comme un sujet très sensible qui revient souvent à la surface, comme le traité germano-soviétique du 23 août 1939. Sujet très passionnant quand on étudie bien les choses. Peut-être que dans le débat, on y viendra. Aujourd'hui, le résultat de tous ces combats, c'est un technicentre en plein développement, avec son pôle ingénierie qui regroupe plus de 1000 salariés et du travail pour plusieurs décennies. Mais sous quelle enseigne d'entreprise? Dans quel but? Dans quelles conditions de travail? De rémunération? Ces questions ont été permanentes dans l'histoire de ces ateliers, comme souvent dans toutes les entreprises. La lutte continue, car rien n'est jamais acquis éternellement. Mais c'est tellement exaltant quand on gagne. La vie de ces ateliers est une lutte permanente, comme l'est la vie. Je passe la parole à mon camarade et ami Dominique. Donc voilà, on a fait un tableau sur la résistance dans ces ateliers. Je pense qu'on peut prendre un temps de discussion avec les questions que vous pourrez nous poser. On est là pour essayer, pas forcément d'y répondre, mais d'échanger en tout cas. Mon cher camarade, tu as entièrement raison. Moi, quand j'ai écrit 2 livres sur ces ateliers, notamment, enfin surtout celui-ci, et quand j'ai fait mes recherches aux archives départementales, j'ai été très très étonné de voir les informations qui venaient, je dirais, des services de renseignement de la préfecture. Ces ateliers étaient surveillés comme le lait sur le feu. Ils avaient plusieurs façons de récupérer les infos. Ils avaient les informations qu'ils avaient à la direction des ateliers. Il filaient effectivement des noms, etc. Ça, on retrouve ça dans les archives, c'est assez passionnant. Ils avaient aussi des mouchards qui payaient. Ça, malheureusement, ça existe. Et la troisième source d'information, ils traînaient leurs oreilles dans les cafés. Ils écoutaient. Et moi, si j'ai pu écrire une partie du bouquin, je devrais dire merci aux renseignements généraux, ils ont été utiles parce que il y a une partie des informations que j'ai pu recueillir grâce à eux. Mais c'est vrai qu'ils étaient extrêmement surveillés et c'était même, je dirais, quelque part, surtout dans les années 50, il y avait, comment dire, il y avait le combat Est-Ouest, et c'était un petit peu, ça donnait le tempo de la région. C'est-à-dire que quand la CMT bougeait, le préfet savait, le patronat savait que ça allait bouger après ailleurs. Donc c'était effectivement le thermomètre social. Sur le rôle de la préfecture, donc des renseignements généraux, donc de la police en général, pour savoir ce qui se passe exactement, c'est une information très importante qu'on pourrait, je dirais, généraliser. Généraliser, je me rappelle à ce propos ce que disait il y a maintenant un peu plus d'1 an un historien qui était venu ici faire une conférence, Jean Vigoureux, sur Rino Della Negra, un jeune qui faisait partie du groupe Manoukian qui a été fusillé au Mont Valérien.
Et il nous disait que il y aurait eu les Allemands et la Gestapo, il y aurait eu de la répression, bien sûr, mais il insistait sur le fait que la police française était très au point pour suivre les gens, pour faire ce qui s'est passé de la citoyenneté. Et s'il n'y avait pas eu cette aide précieuse de la police française, les choses se seraient peut-être passées différemment. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et quand on voit qu'à la Libération, une base de policiers, notamment à Paris, étaient du côté des libérateurs, on peut se poser quelques questions.